Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, deux hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où deux hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka, enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. Bonjour et bienvenue pour cette émission du mardi d'entrée des artistes. Aujourd'hui, ça va être une émission un petit peu spéciale. Ce sera un tête-à-tête, en effet. J'ai donné des RTT à mes chroniqueurs, vu que bientôt il va y avoir, et je tiens à rappeler l'événement, les 48 heures non-stop de Speed Radio. Donc vous allez avoir plein d'artistes, plein d'invités, plein d'émissions pendant 48 heures non-stop, et ce, à partir du vendredi, je dis bien, faites attention, ce sera à partir du jeudi 31 octobre. À partir du jeudi 31 octobre, vous aurez 48 heures non-stop d'émissions en direct sur Speed Radio. Mais vraiment du non-stop. Il va y avoir de l'humour, il va y avoir des artistes, il va y avoir de la musique, il va y avoir du papotage, il va y avoir plein de choses pendant 48 heures. 48 heures d'émissions non-stop. Alors surtout, n'hésitez pas, suivez à fond Speed Radio sur YouTube, sur Instagram, sur le site même de Speed Radio. Vous aurez 48 heures d'amusement. Et on rappelle qu'il y a toujours le jeu concours Speed Radio pour gagner une Nintendo Switch. Pour gagner cette Nintendo Switch, je vous rappelle, le jeu est tout à fait simple. Pardon, excusez-moi, c'est le matin, on bafouille, c'est normal. Le jeu est très simple, il suffit de répondre à la question Speed Radio. Et la question Speed Radio, elle est toute simple. Quel est le slogan de Speed Radio ? Petit 1, on vous dynamise. Petit 2, on te fatigue. Envoyez Speed au 7 14 15 et répondez par 1 ou 2. Le tirage au sort aura lieu le 19 octobre. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une émission un petit peu spéciale, car déjà à mes côtés, j'ai une jeune femme qui est rayonnante, même le matin, contrairement à moi, qui s'appelle Elle. Bonjour Elle. Bonjour Nadir, mais toi aussi tu es rayonnant. Ah, ben, j'ai un peu les yeux qui piquent. Non. Et avec Elle, on va parler de ses actualités, mais on va parler de plein d'autres choses. On va parler de son actualité à elle, mais aussi de plein de faits d'actualité. Et avant de rentrer dans le vif du sujet avec Elle, nous allons avoir dans quelques instants une personne au téléphone. Cette personne au téléphone, si vous faites partie de nos auditeurs assidus, vous avez entendu parler de ce spectacle. Ce spectacle qui est un spectacle magnifique que j'ai eu l'occasion de voir à Avignon il y a quelques années, que je suis retourné voir à Paris, aux Gémeaux parisiens. D'ailleurs, je te le conseille, Elle, ce très beau spectacle. Je veux bien que tu m'en parles. Mais je vais t'en parler. Alors, ce spectacle s'appelle Le choix des âmes, qui est une pièce écrite par le monsieur que nous allons avoir au téléphone dans quelques instants, qui est Stéphane Titeka, qui se passe en 1916 à Verdun. Un soldat allemand et un soldat français se retrouvent coincés tous les deux dans un trou d'obus pendant la grande bataille de Verdun, et ils vont être obligés de devoir compter l'un sur l'autre pour vivre et surtout pour survivre. L'un est un paysan qui fait la guerre pour venger ses frères. L'un est un musicien qui s'est engagé pour son pays, et ces deux hommes vont devoir compter l'un sur l'autre pour vivre et pour survivre. Et pour parler de ce spectacle qui se joue au Théâtre des Gémeaux parisiens les samedis à 17h et les dimanches à 19h, nous avons au téléphone l'auteur de ce spectacle et aussi un des comédiens principaux, Stéphane Titeka. Bonjour Stéphane. Bonjour Nadir. C'est-à-dire que je suis même la moitié des comédiens principaux puisqu'on est deux sur le plateau. Tout à fait, voilà. Vous êtes deux, tu partages le plateau, et quel beau plateau avec Alexis Dessau. Oui. Et alors, j'ai quelques petites questions à te poser sur ce beau spectacle, donc Le choix des âmes au Théâtre des Gémeaux parisiens. Donc moi, la première pièce que j'ai vue de toi, c'était Les Dents du Peigne, qui est une pièce qui était absolument sublime. Comment t'es venue cette idée d'écrire sur ces deux soldats qui se retrouvent à devoir compter l'un sur l'autre pour vivre et pour survivre à Verdun, qui est devenu Le choix des âmes? Comment t'es venue cette idée? Alors d'abord, Le choix des âmes, elle est antérieure aux Dents du Peigne, puisque le choix des âmes est en train d'entamer sa 10e saison, puisque je l'ai écrite en 2014. On a commencé à tourner en 2015, on a fait Avignon 16, 17, 22.
ce spectacle est immortel, visiblement. Enfin, en tout cas, il sera. Pour l'instant, les personnages ont bien vieilli. Ils ont pris 10 ans, les deux personnages principaux. Mais ça se voit pas sur scène, t'inquiète pas. Comment ça m'est venu? C'est assez simple. Ça part d'une rencontre avec Alexis, justement. On se connaissait pas. Et puis, on a un ami commun qui nous met en lien. Et puis, on est tous les deux de sortir de quelque chose qui s'était pas forcément très bien passé sur un. On était tous les deux à un moment où, dans les productions, des fois, il y a des choses qu'on croit qui vont marcher, qui marchent pas. Et puis on se rend compte à ce moment-là et Alexis me fait une commande d'auteur. Au départ, je ne devais pas jouer pour écrire un spectacle qui parle de l'éveil de la conscience, mais qui parle de 14. Moi, j'étais sur 13, sur 14-18 ans à ce moment-là, etc. Et puis en gros, l'idée, c'était de se dire comment on peut écrire autre chose qu'un spectacle sur la guerre ou sur l'idée de la guerre en essayant de rendre le propos le plus universel possible. Et l'idée, en fait, je me suis enfermé. J'avais déjà beaucoup lu sur le sujet. Et puis 3 semaines plus tard, j'avais l'essentiel de 80% de la pièce. Et puis après, c'est fait de choses qui devaient se faire, qui se font pas, puis qui se font. Je devais pas jouer, je devais juste être auteur. Et puis finalement, on s'est retrouvé à jouer et on a fait nous-mêmes le choix des âmes dans nos difficultés, et l'un et l'autre, tout au long de cette exploitation qui finit après avoir joué pendant 9 ans sur 3 continents et plus de 300 représentations, qui finit enfin à Paris, au Théâtre des Gémeaux parisiens. Tout à fait. La mise en scène qu'en a fait Valérie Lesage est très belle parce qu'au point de départ, on est dans les tranchées de part et d'autre des pays, donc dans la tranchée du français, dans la tranchée de l'allemand, et une explosion fait qu'on se retrouve pendant une heure dans un trou d'obus, avec le froid, avec l'angoisse, avec la rage, la haine que ces deux hommes ont l'un envers l'autre, alors qu'ils ne se connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Cette rage et cette haine vient du fait tout simplement que leurs pays sont ennemis dans cette guerre, et cette nécessité de devoir compter l'un sur l'autre pour vivre et pour survivre va transformer cette obligation de cohabiter, entre guillemets, à quelque chose de très humain. Il y a énormément d'humanité lorsque l'on entend les échanges entre les deux, bien qu'ils se détestent ouvertement, surtout plus l'un que l'autre par rapport au combat qu'il y a entre leurs deux pays. Mais il y a beaucoup d'humanité qui va se dégager dans ces mots. Et moi, je me rappelle, lorsque je suis venu voir ce spectacle et que je suis revenu aux Gémeaux, je me suis rappelé de beaucoup d'échos à notre actualité, alors que la pièce, tu l'as écrite, comme tu as dit, il y a plusieurs années maintenant, et qu'elle se passe en pleine Première Guerre mondiale. Oui, malheureusement, alors je vais parler de la scénographie qui est de Daniel Marshall aussi, puisque tu en parlais. Effectivement, l'idée de mise en scène de Valérie, c'était de pouvoir plonger le spectateur dans la brutalité de la guerre, dans la première partie, y compris en le mettant dans une position un peu inconfortable dans vraiment les 10 premières minutes du spectacle. Et ensuite pour pouvoir l'emmener, pour qu'on soit vraiment à l'intérieur du trou. Ce que nous disent les spectateurs depuis une dizaine d'années, c'est on y était quoi, on était à l'intérieur, on aurait dit vraiment qu'on était dedans, etc. Et c'est vraiment l'enjeu. Et effectivement, le principe est malheureusement, on dit à deux personnes. Toi, tu portes pas le même maillot que l'autre, donc tu dois le détester. Toi, tu portes pas le même costume que l'autre, donc tu dois le détester. Toi, tu n'as pas la même couleur de peau, donc tu dois le détester. Ou tu n'as pas la même religion, tu dois le détester. Ça, en fait, ça existe depuis un petit moment, et j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait fini. Alors effectivement, ces deux gars qui se connaissent pas se détestent parce qu'il y en a un qui a un costume bleu et un autre qui a un costume gris. Et puis en fait, comme ils sont obligés de se parler parce qu'ils vont mourir s'ils s'entraident pas, comme ils sont obligés de faire l'un avec l'autre, tout d'un coup, ils arrivent à comprendre qu'en dessous le maillot, en dessous le costume, en dessous la couleur, il y a juste un être humain qui souffre de la même manière, qui a les mêmes choses. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on a joué ce spectacle-là en Allemagne, il y a quelques années, je me rappelle alors c'était très exactement, je me rappelle très exactement le jour où j'ai eu cette conversation avec cette dame, puisque c'était le jour où notre président venait de fermer les écoles, venait de faire une allocution pour fermer les écoles juste avant le Covid. Et donc, on se retrouve à la sortie du spectacle et on est face à une dame allemande qui me dit, mais moi,
mon père, il lui arrivait exactement la même chose. Il a été tué par des terroristes dans la rade de Toulon en 40. Alors en réalité, les terroristes pour les Allemands, c'était simplement des résistants pour nous. Et ça en dit long sur les mots qu'on donne aux gens en fonction des luttes qu'ils réalisent. Et de la même manière, il y a 10 ans, quand on s'est retrouvé dans un collège à expliquer à des gamins qui devaient aller faire sport et qui se retrouvent à écouter deux gars en train de lire, on était juste au moment de la lecture, ce spectacle-là, il y a un gamin qui a levé la main en disant, bah, en fait, finalement, on dirait comme un Palestinien avec un Israélien. Donc, effectivement, a priori, ce conflit-là n'est pas tout à fait réglé, enfin, d'après ce que j'ai entendu aux dernières informations. Et c'est la réalité de la dualité de l'homme, de comment, et c'est ce que raconte cette histoire, comment on fait le choix de l'âme, comment on va chercher autre chose et l'humanité plutôt que simplement se laisser guider par les premiers instincts et qui nous sont inculqués. Bah, tu vois, justement, j'ai, comme tu l'as entendu à côté de moi, une excellente artiste qui s'appelle Elle et qui, pendant que tu nous parles, Bonjour Stéphane. Bonjour. M'a montré une petite citation de Mikhail Bakounine qui dit « La musique seule a une place dans le monde actuel, précisément parce qu'elle ne prétend pas dire des choses déterminées. » Et justement, le personnage du soldat amant est violoncelliste. C'est le troisième personnage, le violoncelle. Hein. C'est le troisième personnage, le violoncelle, dans le spectacle, effectivement, et les Légies de Forêt particulièrement. Oui, effectivement. Alors, je t'ai coupé, pardon, mais effectivement, le violoncelle, c'est à un moment donné, Franz aurait dit, j'aurais pu te tuer, j'avais le choix, agir ou raisonner, marcher en soldat ou vivre en musicien. Et il fait le choix du violoncelle, il fait le choix des Légies de Forêt, puisqu'il croit l'entendre dans une résonance de bombe. C'est j'en profite pour citer aussi le travail sur l'univers sonore que Guillaume Druel a fait sur le spectacle. Et effectivement, c'est ce violoncelle qui va être le centre qui va permettre de pouvoir régler de faire évoluer les deux personnages. Leur mentalité à l'un comme à l'autre. Sans la musique, la vie serait une erreur. Nietzsche, c'est ce que Franz dit à Raoul, qui comprend rien du tout, il faut le dire, parce que Raoul, lui, il est jamais sorti de sa ferme. Tu disais qu'il était, oui, il est revanchard. Ses deux frères ont été tués par les Boches. Il vient pour tuer du Boche et il se retrouve face à un Boche, et sauf qu'il est blessé et que le Boche a, au début du spectacle, je ne spoil rien en disant ça, a les moyens de le tuer. Il est face à lui et il décide de ne pas le tuer. Il décide de neutraliser son arme pour parler à l'humain. Voilà. Et ce face-à-face, ce huis clos, parce que moi j'appelle ça un huis clos, et C'en est un. voilà, ça pourrait être voilà un fait de guerre, tout simple, mais pour moi c'est une pièce totalement, c'est une ode à l'humanité, à l'humain, avec un H majuscule, parce que justement, comme tu le dis si bien toi-même, sous les uniformes de militaires, il y a des humains, il y a des âmes, d'où aussi. Donc le choix des âmes, dans ce sens-là, le nom de ta pièce, mais aussi l'âme, comme tu l'avais expliqué, c'est l'un des morceaux du violoncelle. Ouais, c'est la polysémie du mot puisque en fait, il fait le choix de l'âme. L'âme, c'est une petite pièce de bois qui permet de soutenir la table sous la pression des cordes et qui permet de faire résonner le violoncelle. Et sans l'âme, le violoncelle, les violons et tous les instruments à cordes ne résonnent pas. La caisse de résonance ne résonne pas. Il transmet les vibrations. Et il dit, moi, si je l'avais tué comme ça, j'aurais perdu mon âme et moi aussi, j'aurais devenu faible, sourd et vide comme un instrument sans âme. Et vraiment, votre duo à Alexis et à toi fonctionne à merveille. Donc, c'est pour ça que je tenais à t'avoir ce matin au téléphone. Et je tiens à le rappeler à tous nos auditeurs, le choix des âmes au Théâtre des Gémeaux Parisiens jusqu'au 15 décembre, le samedi à 17h et le dimanche à 19h. Courez-y, pas seulement pour découvrir ce nouveau théâtre, parce que c'est un très beau nouveau théâtre qui vient d'ouvrir à Paris, mais aussi surtout pour découvrir les magnifiques spectacles qui s'y jouent, dont Le Choix des âmes, une magnifique pièce portée par deux excellents comédiens, je le dis comme je le pense. Merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec nous, Stéphane. Et merci Nadir. Je te souhaite une excellente journée. On se dit à très très bientôt, peut-être sur Speed Radio. Très bientôt. Merci Stéphane, au revoir. Magnifique spectacle justement que je te conseille, Elle. Et ben maintenant j'ai très 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 envie de le voir. J'ai même envie de lire le livret, tu vois, avant de le voir. Ah ben le texte existe. Tu as la possibilité aussi. C'est vrai que je l'ai pas dit, mais tu peux. Si un jour tu vas voir le spectacle, tu as la possibilité aussi de repartir avec le texte du spectacle. Je me le note. Voilà. Et ben avec toi maintenant, rentrons dans le vif du sujet, dans ce petit tête-à-tête entre toi et moi. Donc on va parler de toi en chiffres pour commencer. Allons-y. Alors ça fait combien d'années maintenant que
Alors, donc, tu es chanteuse, tu es comédienne, Ouais. tu as travaillé sur d'immenses spectacles musicaux, pour en citer que quelques-uns parisiens, Cats, Mhm. Grease, Le Roi Lion. Exactement. Mademoiselle, je dis bien Mademoiselle, travaille aussi à l'international, puisqu'il y a encore quelques semaines, Mademoiselle portait en Allemagne la perruque et la voix de la reine de la pop, c'est-à-dire Tina Turner. Tu as joué pendant Exactement. combien de mois, Tina Turner Alors, je suis arrivée à Stuttgart, donc ça se jouait à l'Apollo Theater, donc un des théâtres en Allemagne de Stage Entertainment, qui est aussi présent, une production donc internationale qui est présente à Paris. Donc c'est celle qui gère le Théâtre Mogador. Qui gère le théâtre Mogador, exactement. Donc je suis arrivée à Stuttgart en novembre et j'ai terminé mon contrat en septembre, exactement le 22 septembre. Donc pendant presque presque 10 mois, une petite année. Voilà, avec quelques petites vacances quand même. Tu as été Tina Turner sur scène en Allemagne. Exactement. Mais aujourd'hui, c'est pas la comédienne de spectacles musicaux que j'avais envie de recevoir. Donc, je parlais de chiffres. On va parler aussi de tout ce petit monde qui te suit sur les réseaux sociaux. Plus de 5000 personnes sur Instagram. D'ailleurs, merci beaucoup. Plus de 2000 sur Facebook. Il y a énormément de monde qui te suit parce que tu es une artiste internationale. Je ne sais pas combien de langues tu parles. Alors, je parle donc évidemment français, couramment anglais. Je parle maintenant allemand, un petit peu. Après, absolument assez pour jouer en allemand. Et d'ailleurs, je me suis surprise cette année, comme quoi on peut tout faire, et également espagnol. Donc, mademoiselle est polyglotte. Mais j'adore ce mot d'ailleurs. Polyglotte, j'adore ce mot. Je le redirai plusieurs fois pour te faire plaisir. Polyglotte. Voilà. Et ben aujourd'hui, tu ne viens pas parler d'un spectacle musical dans lequel tu vas jouer. Tu viens parler de quelque chose de beaucoup plus intime. Deux choses au pluriel beaucoup plus intimes. Et la première chose dont tu vas nous parler, c'est Collateral Beauty. Exactement. Alors, qu'est-ce que Collateral Beauty? C'est le nom de mon EP qui sortira en 2025. Donc, pour retracer un petit peu mon ascension vers l'écriture de son EP, enfin de cette EP, de son EP. C'est pas grave, c'est le matin pour tout le monde. Exactement. Post-Covid, en fait, je me suis rendu compte que mon corps, mon cœur brûlait de création. Donc, je me suis mise à écrire, etc. Et en fait, petit à petit, je me suis autorisée, surtout, à écrire des choses pour moi, à écrire des idées de spectacle. Donc, ça fusait dans tous les sens. Et en fait, depuis que j'ai commencé la comédie musicale, je me suis sentie très, très à l'aise dans mon métier d'interprète. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me sentir un peu enfermée parce que l'interprète devenait exécutante. Je ne sais pas si ça fait sens. Tout à fait. Voilà, dans le sens où je commençais à y voir les limites de la création, dans la création de personnages, quand on appartient à un spectacle, comme je dis, franchisé, donc le format de spectacle qui est le même dans tous les pays. Que j'adore, qui pour plein de raisons, qui apporte on fait partie d'une famille quand on fait partie de la famille du Roi Lion à l'international, c'est-à-dire qu'on peut chanter la même chanson aux États-Unis ce sera la même. Donc il y a une sorte de communauté qui se crée, qui est énorme, pleine d'amour et aussi pleine de sens autour de ces spectacles. Mais moi j'ai eu envie et j'ai eu besoin de parler de perso. Aussi parce que il m'est arrivé plein de choses dans ma vie, donc j'ai un parcours qui est assez atypique au niveau de la famille. J'ai été élevée en famille d'accueil, et en fait là ces dernières années j'ai été un peu confrontée à plein de choses qui ont ressurgi par rapport à mon histoire, de famille. J'ai été en contact avec des gens que je connais pas, mais qui sont ma famille biologique. Et en fait, il y a eu plein de choses qui se sont mélangées dans ma tête. Et à un moment donné, il a fallu que je le couche sur papier. Et ça m'a fait énormément de bien. Et j'ai découvert, en fait, en moi,
un médium, un moyen d'expression que je connaissais pas, et ça m'a pris à peu près 2 ans pour me légitimer dans ce process d'écriture, de composition, parce que j'avais eu des groupes de rock quand j'étais ado, etc. J'ai eu mes phases. Mais dans l'écriture de mes pensées, de mes ressentis, ça m'a pris un peu de temps. Et donc, Collateral Beauty, qui veut dire littéralement beauté cachée, beauté collatérale. C'est un rapport. Alors, cette chanson en particulier, Collateral Beauty, elle parlera de ma nièce que j'ai rencontrée pour la première fois cette année. Petite fille qui a 5 ans. Qui a donc perdu un de ses parents qui est quelqu'un de ma famille. Donc je l'ai rencontré pour la première fois, et donc dans un contexte qui était assez difficile. On était dans un contexte de deuil, donc en même temps je rencontrais de la famille, donc du sang, hein, qui était que j'avais pas vu, soit que j'avais pas vu depuis 27 ans, que j'avais rencontré dans un souvenir très très lointain, ou que j'avais jamais rencontré. Et là je vois cette petite fille, et j'ai une sorte de débordement d'amour, et en même temps une responsabilité face à cet enfant qui fait partie de moi. Et donc c'est cette petite fille, donc j'ai écrit une chanson, voilà, qui s'appelle Collateral Beauty, parce que à côté des choses qu'on vit dans cette famille qui sont lourdes, qui sont un peu confuses, parce que moi aussi j'ai du mal à trouver ma place et à trouver à savoir comment m'incarner dans ces responsabilités, etc., dans ces nouvelles choses qui m'arrivent, cette place de tante, de sœur, de tout ça qui est nouveau pour moi, parce que voilà, si vous avez compris, en fait j'ai toute une famille qui m'arrive que je ne connaissais pas, et en même temps je suis prête, et c'est magnifique pour moi, parce que j'ai tout cet amour qui naît, je sais pas d'où ça vient, et j'ai besoin de l'écrire, voilà. Et c'est comme ça que tu as eu envie de nous faire découvrir tes œuvres intimistes, complètement, on peut dire. Et tu nous as fait un petit cadeau aujourd'hui, car pour ceux qui suivent un petit peu notre chère artiste ici présente, demain, les gens vont pouvoir découvrir à nous. Il y a déjà un premier extrait de ton EP qui est sorti, dont on écoutera un extrait tout à l'heure, mais demain sort un nouvel extrait de cette EP qui a un petit écho avec ta carrière, puisque est-ce qu'on peut dire ce que c'est? Bien sûr, c'est tout simplement c'est une reprise de What's Love Got to Do With It, parce que donc tout ce qui m'est arrivé là dont je parlais tout à l'heure, c'est arrivé aussi à cheval sur cette année, et cette année que j'ai passée sur et avec Tina, qui est une de mes idoles d'enfance, et qui a une vie aussi qui fait pour quelques petites choses qui fait écho à la mienne, et j'avais vraiment envie de lui rendre hommage en apportant ma version de la chanson. Donc c'est une reprise de What's Love Got to Do With It. Et tu nous as fait l'immense plaisir de nous offrir en exclusivité aujourd'hui pour Speed Radio ce single. Donc, chers auditeurs, notre première coupure musicale, vous allez pouvoir découvrir en exclusivité, en avant-première en plus, puisque le single ne sort que demain sur les plateformes. Vous allez pouvoir entendre pour la première fois, dès aujourd'hui, le nouveau single de elle, What's Love. On vous laisse l'écouter et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Ta main sur la mienne me font frémir. Le frisson
qu'une simple émotion. Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Que vaut un cœur lorsqu'il peut être brisé? J'ai un peu chaud, je tremble à l'idée d'entendre le son de ta voix et tes lèvres sur les miennes. Je ne peux plus attendre, je veux tout de toi. Et un moment pour ça. 3 mots dits tout bas. Mais qu'importe la raison, car mon corps brûle pour toi. Ah, qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Qu'est-ce que l'amour, autre qu'une simple émotion? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Que vaut un cœur lorsqu'il peut être brisé? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Qu'est-ce que l'amour, autre qu'une simple émotion? Qu'est-ce que l'amour a à voir avec ça? Que vaut un cœur lorsqu'il peut être brisé? Rejoignez Speed Radio sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, @Speed Radio officiel. Verdun, 1916. Dans un trou d'obus, 2 hommes que tout oppose. Raoul, soldat français, revanchard et un peu simple. Franz, soldat allemand, musicien et humaniste. Avec eux, un violoncelle. Le choix des âmes, c'est une fable humaniste, pleine d'espoir, où 2 hommes programmés pour donner le pire d'eux-mêmes vont essayer de donner le meilleur. Après plus de 9 ans de tournée sur 3 continents, Alexis Dessau et Stéphane Titeka enfin à Paris pour 30 représentations exceptionnelles. Le choix des âmes, théâtre des Gémeaux parisiens, le samedi à 17h, le dimanche à 19h jusqu'au 15 décembre. Vous êtes sur Speed Radio. Nous sommes de retour sur Speed Radio, toujours accompagné de la lumineuse Elle qui nous a offert le nouvel extrait de son EP en avant-première pour Speed Radio. Nous vous rappelons qu'il y a toujours une Nintendo Switch à gagner jusqu'au 19 octobre. Pour ceci, il faut répondre à cette question. Quel est le slogan de Speed Radio? Petit 1, on vous dynamise. Petit 2, on te fatigue. Et envoyez Speed au 7 14 15 et répondez par 1 ou par 2 pour tenter de gagner cette console. Je vous rappelle également qu'à partir du 30 octobre au 2 novembre, vous pourrez découvrir en live, en direct et non-stop 48 heures de Speed Radio avec plein d'animateurs, plein d'invités, de la musique, de l'humour, plein de choses. Vous vous éclaterez pendant 48 heures non-stop, vous n'aurez plus envie de dormir. Chère Elle, Oui, donc, cher Nadir. Voilà. Nous avons donc écouté cette version que tu as créée de What's Love. Lorsqu'on entend tes chansons, au-delà de celles que tu as interprétées dans les spectacles, dans les spectacles musicaux, là je parle vraiment de la femme et pas de l'artiste. On a la sensation que tu es une personne qui au-delà de la force vocale que tu as bien sûr, quelqu'un qui s'imprègne beaucoup de la vie, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle voit, et de plein de choses. C'est quelqu'un qui est... alors, j'aime pas utiliser ce terme. Une éponge. C'est ça. J'en étais sûre que tu allais dire ça. Une éponge à ressenti, une éponge à émotion. Mm-hmm. Ah oui, complètement. Et ça se ressent dans tes musiques. Ouais, moi je suis une hypersensible. Je passe beaucoup de temps sur, comme tout le monde, je pense, sur les réseaux, mais aussi dans la rue. En fait, j'ai besoin de regarder, de sortir, pour m'inspirer, en fait. Et je suis très touchée par les gens, par le monde, et notamment, comme la plupart des gens en ce moment, par l'actualité. Est-ce qu'il y a des faits d'actualité qui t'ont plus marqué justement ces derniers temps? Alors, il y en a énormément que j'ai évidemment que j'ai beaucoup suivi, mais là, il y a 2 jours, il y en a un qui m'a touchée parce que il a trait aussi il fait écho à mon histoire perso et à la tienne aussi.
Donc j'avais envie qu'on en parle un peu et là c'est le début. Donc c'est le début du procès des fausses familles d'accueil qui est aussi nommé le procès des enfants du Nord. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Pas du tout, je t'avoue, absolument pas. La première fois que j'en ai entendu parler, c'est par l'échange que nous avons eu, toi et moi, pour préparer cette émission. Alors c'est tout récent. Le procès a débuté il y a 2 ans et qui a trait à des faits qui ont plus de 10 ans. Donc c'est le procès de fausses familles d'accueil qui ont accueilli des enfants placés sans agrément. Donc ces enfants ont été placés dans des familles d'accueil qui donc n'avaient pas d'agrément et qui n'étaient pas autorisés à accueillir des enfants. Et donc des enfants qui ont subi des violences sexuelles, physiques, qui ont été contraints à exécuter des travaux forcés. Et donc c'est des enfants maintenant qui sont jeunes adultes, qui sont traumatisés. Et on parle clairement d'esclavage moderne et d'échec et également... on parle vraiment du problème de fond de l'aide sociale à l'enfance, donc de l'ASE, qui m'a accueillie, en fait, qui a été à l'origine de ma prise en charge, et que toi, tu connais bien aussi. Oui, là, on rentre un petit peu dans un cadre plus intime. Donc, comme tu viens de le dire, toi, tu as connu l'aide sociale à l'enfance parce que c'est eux qui se sont occupés de toi. Donc, il y a évidemment, il y a de la beauté dans l'aide sociale à l'enfance parce que moi, j'ai eu la chance d'être accueillie dans une famille et d'y rester toute ma vie. Donc, je suis arrivée dans une famille adorable à mes 2 mois et je suis repartie à 18 ans. Par contre, ce que là, ce procès va révéler, c'est tout l'envers du décor. Mais toi ? Alors moi, j'ai connu l'aide sociale à l'enfance, mais de l'autre côté, car moi, pendant plus de 40 ans, ma mère, donc, qui maintenant est à la retraite, a été justement famille d'accueil, donc on appelle ça assistante familiale. Exactement. Avec pendant des années. Donc elle a commencé bien avant ma naissance et elle a pris sa retraite il y a 6 ans. Donc à l'âge de 70 ans, on l'a dit, elle avait l'intention de prendre sa retraite comme tout le monde, mais l'aide sociale à l'enfance, parce que c'était une assistante familiale qui était ultra bien notée, qui était totalement de confiance. L'aide sociale à l'enfance ne voulait pas qu'elle s'arrête. Au bout d'un moment, quand même, elle a 70 ans, elle voulait continuer son fichet. Et j'ai dit, non, là, quand même, on va arrêter de vous embêter. Ça fait 40 ans qu'on vous embête. Là, maintenant, on va vous laisser vous reposer tranquillement. Donc, moi, j'ai connu l'aide sociale à l'enfance par l'autre œil, c'est-à-dire à travers les enfants qui vivaient chez nous. Donc, en fait, exactement comme tu viens de le dire, j'en ai eu qui sont arrivés chez nous à l'âge de 2 à 6 mois et qui en sont repartis à 18-20 ans. Tout simplement. Donc, c'est 2 visions différentes de cette association, l'aide sociale à l'enfance. Alors, soyons clairs, dans ce procès des enfants du Nord, ce n'est absolument pas la vision réelle de l'aide sociale à l'enfance. Ça, c'est quelque chose de dramatique qui s'est passé là-bas, que tu nous as raconté. Mais voilà, l'aide sociale à l'enfance, depuis des décennies maintenant, je crois que ça fait presque 40 ou 50 ans que ça existe, fait beaucoup de choses pour les enfants à placer dans des familles d'accueil, pour éviter qu'ils soient dans des foyers, pour qu'ils vivent vraiment une vie de famille normale. Donc, comme on vous l'a dit, un enfant peut arriver à 2 mois dans une famille d'accueil et en partir à 18-20 ans quand il est majeur. Mais il est toujours suivi et de loin par l'aide sociale à l'enfance. À 18 ans, c'est pas t'es majeur, tu dégages, on n'entend plus parler de toi. Absolument pas. Alors en fait, ce qui révèle ce procès, c'est le manque de moyens du gouvernement comme dans beaucoup de choses, l'hôpital public, etc., les foyers. Là, on parle de la famille en particulier, mais le manque de moyens, donc financiers, de formation, et parce qu'il y a aussi beaucoup de familles qui ne sont pas formées, qui se retrouvent avec effectivement des enfants qui vont être plus ou moins difficiles. Alors, je mets des grosses guillemets à ce que je dis. Oui, bien sûr.
avec des enfants qui sont traumatisés tout simplement et qui restent des enfants, qui ne sont pas des adultes, qui ont juste besoin d'aide et qui sont placés dans des familles qui n'ont pas les moyens et les compétences nécessaires pour les accueillir. Et en fait, c'est ce qui révèle ce procès, parce que je peux citer. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors, je vais citer l'avocat de la défense, dont je ne citerai pas le nom, qui dit « Je ne légitime aucune violence, mais c'était des enfants très difficiles, turbulents, des enfants qui ne pouvaient pas intégrer des foyers ou des familles d'accueil classiques. » Et donc, à la suite de ça, oui, voilà, on marche sur la tête parce que on renvoie la balle et on dit presque que c'est de la faute des enfants. Exactement. Et on déresponsabilise les adultes et les adultes compétents et la structure qui aurait dû effectuer un suivi en disant que bah oui, mais ces enfants-là, on ne pouvait pas faire grand-chose. Mais au lieu donc de protéger les enfants, comme c'est la mission de l'aide sociale à l'enfance, qui le fait. Moi, j'ai été protégée par l'aide sociale à l'enfance. Mais c'est le cas. On les expose à la violence et on les range donc sous un tapis. Alors, tout finit par ressortir, on est d'accord, mais on va pas à la source du problème, qui est de trouver justement et de former des familles. Donc, du coup, je voudrais juste faire un petit appel pour dire que nous deux, on est d'accord pour dire que ce métier, c'est un métier qui est magnifique et qui sauve. Bien sûr, ah oui, tout des à vies. fait. Et moi, ce qui me choque le plus dans ce qu'il a dit, c'est que déjà, alors, comme on a dit, ça c'est un cas à part. Moi, à l'époque où j'ai connu l'équipe de l'aide sociale à l'enfance via le travail de ma mère, et c'est à peu près la même période que toi, tu l'as connu aussi de ton côté, il y avait une formation, il y avait un diplôme, il y avait un suivi à faire en permanence pas que sur les enfants, aussi même vis-à-vis des familles d'accueil qui recevaient. Or, au fur et à mesure des années, on a l'impression que par économie, je dis même pas par souci financier, mais par économie, on racle les fonds de tiroir. Et là, déjà, là où ce qui s'est passé est absolument aberrant, c'est d'avoir envoyé des enfants à une famille qui n'avait pas d'agrément. Tous ces contrôles-là doivent être faits au moins 6 mois avant l'arrivée de l'enfant, minimum 6 mois avant l'arrivée de l'enfant au lieu d'habitation. Comment en 6 mois, les services sociaux, et là je ne parle pas que de l'aide sociale en France, mais tous les services confondus, n'ont pas pu voir que ces gens-là n'avaient pas d'agrément. À partir du moment où il n'y a pas d'agrément, normalement, c'est une interdiction formelle de garder des enfants. Donc ça, et en plus, tous les sévices qu'ont vécu ces enfants, ça veut dire donc qu'aucune personne n'est venue pour voir comment vivaient les enfants. Exactement, ça veut dire qu'il y a eu... Il n'aurait pas dû avoir lieu, puisque normalement, il y a un contrôle au moins au minimum une fois par mois, si ce n'est plus. Voilà, il n'y a pas eu de contrôle, il n'y a pas eu de surveillance, il y a eu une négligence qui a été totale. Et voilà, comme je disais, ça révèle un problème de fond. Ce procès-là, il va parler de la souffrance des enfants, du manque de moyens de l'aide sociale à l'enfance, des foyers surchargés, des éducateurs. Je parle en ce moment avec une amie qui s'est retrouvée éducatrice dans un foyer d'hébergement et qui avait à charge des dizaines d'enfants seuls, c'est-à-dire des dizaines de dossiers, des dizaines de problématiques différentes. Et quand on connaît un petit peu la psychologie de l'enfant, on sait à quel point c'est tout ce qui se passe dans l'enfance va évidemment déterminer l'adulte qu'on va devenir, et qu'il y a vraiment des moments clés de prise en charge, donc si on va aller dans la psychologie, des moments clés qui sont liés à l'attachement, à la sécurité qu'on peut apporter à un enfant. Et ces enfants-là, ils ont besoin, s'ils sont placés, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a eu de la violence, de la négligence, de l'abandon, et ils ont besoin d'encore plus d'amour. Mais on peut pas... Et du coup, ces enfants-là, c'est ceux qui se retrouvent ballottés de famille d'accueil en famille d'accueil. Moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Et donc, par rapport à ça, je voulais juste conseiller à nos auditeurs de s'intéresser à ce métier, parce qu'on en a besoin, des Bien familles. sûr. Et de suivre des Instagram qui sont
qui sont assez pertinents. Donc, Lies Loufoque, qui est un militant des droits de l'enfant, que je vous conseille de suivre. L'ONG Innocence en danger. Et également l'Instagram Vigilance ASE, qui est géré par Romain de Brissard, qui contient beaucoup d'informations sur la situation de l'aide sociale à l'enfance et qui peut aussi relayer vers du don. Je vous conseille tout simplement de vous renseigner. Et, tu vois, donc tout ce que tu viens de nous raconter concernant cette affaire dramatique, je le ressens quand on a écouté tes musiques, la première dont on avait déjà parlé et celle qu'on vient d'entendre il y a quelques instants. On sent que tu es quelqu'un qui est, tu vois, tu disais, c'est l'adulte, l'enfant, tout ce qu'il y a autour de l'enfant, c'est ce qu'il y a à faire l'adulte. Exactement. Donc toi, tu as eu cette chance, j'ai cette chance, ce qui est en soi un peu normal, d'avoir été pendant des années dans une famille aimante, qui t'a bien couvé, qui a vraiment pris soin de toi, comme il l'aurait fait pour leur propre enfant. Ça, c'est très bien. Et on sent, lorsqu'on te parle, qu'il y a beaucoup de choses qui sont ancrées en toi. On a parlé des injustices de la vie, mais tu es quelqu'un qui croit à beaucoup de choses. Tu es quelqu'un on ressent que tu es quelqu'un de très tendre, de très spirituel en soi. Il y a quelque chose en toi qui est une... Voilà, il y a beaucoup de spiritualité en toi. Il y a quelque chose qui est ancré en toi. Quand on t'entend parler, on n'a pas envie on a envie d'écouter en permanence. Alors, je vous dis clairement les choses, parce qu'on n'est pas filmé, vous ne pouvez pas le voir. Mais là, elle vient de sortir un jeu de cartes. J'ai dit, on va faire une belote en direct. Non, j'ai sorti mon oracle. J'ai sorti l'oracle Béline. Je me suis dit... Je alors, ne sais effectivement... pas tout ce que c'est. Alors, effectivement, je suis quelqu'un de très spirituel. Voilà. Je vais pas mettre de mots, parce que je crois pas forcément ça, mais de mots sur mes croyances. Mais en tout cas, je crois... Je vais juste te dire que je crois à plein d'autres choses que ce qui est tangible et ce qu'on voit. Tout simplement parce que... ça va être très bateau ce que je dis, mais je crois en nos vibrations, en nos rencontres, en l'amour. Je crois que, par exemple, donc avec Nadir, on s'est rencontrés sur les réseaux, on s'est croisés plusieurs fois sur ces dernières années sans se parler. Sans se parler, en effet. Et en fait, on était à distance, on était en lien et on savait l'un et l'autre qu'il y avait quelque chose qui nous liait, donc tout simplement par les réseaux, mais je pense que les réseaux sociaux sont merveilleux pour ça aussi. Et c'est seulement là, il y a quelques semaines... Lors d'un événement culturel. Voilà, donc on a été... dont Speed Radio a été partenaire d'ailleurs. Exactement, donc on a été invité à la soirée de culturel gérée par Laurence. Avec... Et Charlotte, que l'on embrasse toutes les deux d'ailleurs. Voilà, on les embrasse toutes les deux, des femmes formidables. Et j'adore quand des événements sont gérés par des nanas. et pour revenir, attends, on fait des cercles, etc. Pour revenir à la spiritualité, moi j'avais envie de te faire piocher une carte. Alors, le temps que elle prépare ses cartes, nous allons écouter le second extrait de son EP qui est sorti il y a quelques semaines aussi sur les plateformes, qui s'appelle If I Met You, et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour pour les dernières minutes de Speed Radio, toujours accompagné de la radieuse Elle, qui pendant la diffusion de son second single If I Met You m'a tiré les cartes avec son jeu de cartes Oracle. L'Oracle Béline. Oracle Béline, pardon. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire avec le résultat du tirage de cartes, je vous rappelle qu'il y a toujours une Nintendo Switch à gagner grâce à Speed Radio. En répondant à cette question, quel est le slogan de Speed Radio? Petit 1 vous dynamise, petit 2 on te fatigue. Envoyez Speed au 7 14 15 et répondez par 1 ou 2. On vous rappelle également que du 30 octobre au 2 novembre, il y aura à partir de 20h les 48 heures de Speed Radio. Vous aurez pendant 48 heures non-stop plein d'artistes, plein d'invités, plein d'émissions. Vous pourrez vous éclater. Il y aura plein de choses à gagner. Il y aura plein d'invités grandioses et tout.
Et vous verrez, éclatez-vous, vous éclaterez avec nous autant qu'on s'éclatera en direct. Voilà. Alors, revenons à toi, chère Elle, avec ces fameuses cartes. Alors, j'ai tiré 5 cartes, puisque mon prénom comporte 5 lettres. Exactement. Maintenant, Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Clairement, je sais Alors, pas. déjà un petit mot sur le tirage d'oracle. Donc, qu'on soit la cartomancie, etc., qu'on soit spirituel ou non, moi je crois aussi que c'est un guide pour parler, pour révéler ce qu'on a dans l'âme. Parce que peu importe ce qu'on va tirer, on va aussi en lire une interprétation qui est propre à soi. Donc même quand on ne croit pas à son propre pouvoir par rapport aux cartes, ou quand on ne croit pas, quand on va chez une cartomancienne et qu'on se dit « Ah là, je ne pense pas qu'elle soit clairvoyante, les dons comme ça n'existe pas », ça peut être aussi un bon moyen de faire des choix. Et tu vois, c'est comme la technique de la pièce, c'est-à-dire Pile ou face? pile ou face. Tu dis, je fais ci si je tombe sur pile, et ça si je tombe sur face. Et tu tombes sur face, t'es dégoûté et tu choisis pile. Bah, ça, tu vois, et bah, ça va juste révéler ce que tu as vraiment en toi parce que tu utilises un médium extérieur. Donc là, moi, j'utilise l'oracle Béline, et avec un tirage, une technique de tirage la plus simple qu'on peut choisir aussi de recouvrir plusieurs fois. Donc on a tiré 5 cartes parce que ton prénom contient 5 lettres. Et dans l'ordre, donc on va du passé à la situation actuelle au futur. Donc dans ton passé, on a la carte 6 qui représente l'élévation, puis la stérilité potentiellement du projet, qui peut aussi évoquer le temps qui passe, le retard des choses qui vont se mettre en place potentiellement. La trahison, donc là on parle de quelque chose qui est dans le passé proche ou qui est en train de se passer. Donc soit d'un proche ou dans quelque chose qui peut se passer dans l'environnement de travail, en tout cas une relation qui peut éventuellement te décevoir, qui peut être conflictuelle, quelqu'un en qui potentiellement, moi je vois quelque chose, quelqu'un en qui voilà, t'as eu potentiellement confiance, t'as mis un petit peu de peut-être quelqu'un qui est sur un piédestal par rapport à toi et qui te heurte un tout petit peu. Et puis ensuite, dans le futur un peu proche, qui peut aussi être le conseil à suivre. En général, cette carte, c'est le conseil à suivre, donc là où il faut aller. Donc, ce sont les pénates, mais aussi donc c'est la carte, vous ne la voyez pas, mais c'est le numéro 16. C'est une tour. Et ça représente aussi donc l'enfermement, mais aussi la maison. Donc ça représente le cocon. C'est revenir à soi, c'est revenir à la famille, c'est revenir avec les amis. Et donc ça, ce serait mon conseil du jour pour toi, par rapport à ce qui se passe, de prendre le temps, de prendre du recul et de revenir avec les gens qui t'aiment et qui te connaissent pour sortir de ça. Mais par contre, on va vers du futur qui est très beau, parce qu'on a la carte de l'argent. Donc que ce soit une grosse somme ou que ce soit juste de l'abondance émotionnelle, personnelle, donc une sorte de pluie de belles choses, de joie, de la lumière, comme si là, avec les premières cartes, on était dans une sorte, je vais dire des grands mots, mais une sorte de nuit noire de l'âme, quelque chose qui est un petit peu sombre, des périodes de doute avec des gens, soit de la confusion, soit des gens qui ne veulent pas forcément du bien, mais quelque chose qui en tout cas, qui fait pas forcément du bien à soi, au corps, à l'âme. Et puis là, on va vers quelque chose qui est tout à fait lumineux. Mais pour ça, il faut que tu retournes à la maison. Je pense que j'ai retourné me coucher, moi, aujourd'hui. Soit avec qui j'avais des projets aujourd'hui, comptez pas sur moi. Je vais rentrer chez moi après l'émission. Et vu ta tête, j'ai l'impression que ça te parle. Je suis stupéfait. Ça te parle ? Alors, la première, c'est quoi? Tu m'as dit, excuse-moi. Élévation. L'élévation. Et tu m'avais dit que ça correspondait à quoi? Alors, l'élévation, là, on est sur une pyramide, donc je pense que c'est dans ton passé. Donc, on est arrivé à, tu sais, comme si tu étais arrivé à une sorte d'un poste
tu vois, t'as monté les marches comme là, j'ai monté tu vois, j'étais dans l'ascenseur, je suis arrivée mais j'ai pris au l'ascenseur 4e aussi, étage. j'ai eu la flemme de monter les escaliers. J'ai pris l'ascenseur, moi. Donc, tu es arrivé à un endroit. Donc, élévation, en fin de jeu, c'est aussi très beau, mais à côté de stérilité et trahison, c'est un petit peu plus sombre. Mais quand on arrive, tu vois, moi, des fois, ça m'est arrivé d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir un super contrat sur le papier, et puis en fait, de me sentir pas à ma place ou de me sentir dans un endroit justement, qui est stérile, dans un endroit où mon cœur peine à briller. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu arrives, je sais pas, moi, on te dit, tu signes un contrat avec plein de thunes, plein de sur le papier, c'est trop brillant. Tout le monde rêve de faire ce métier. Je parle du pro, hein, mais ça peut être autre chose. Tout le monde rêve d'être là, et puis finalement, dans le personnel également. Oui. voilà. Et puis finalement, peut-être que c'est pas ça qui te correspond. En tout cas, c'est pas l'endroit où tes ailes, elles vont se déployer. Avec ça. Et puis ça. Donc avec stérilité et trahison. D'accord ? D'accord. Ouais, mais en fait, on a l'impression que c'est quelque chose de... Il y en a qui pensent que c'est du charlatanisme ou c'est quelque chose de beaucoup trop facile qu'on peut faire, que n'importe qui peut faire. Mais il y a beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup d'explications. Alors, de toute façon, il y a énormément d'écoles, il y a différentes, il y a énormément de... Et moi, je crois... Alors, j'aime bien... Je suis un peu cartésienne dans ce sens. Je pense que quand on parle d'esprit, de tout ça qui est pas tangible, qu'on voit, ouais. de spiritualité tout simplement, c'est des choses que peut-être dans 100 ans on pourra se l'expliquer, parce que il y a des dizaines d'années, on n'aurait jamais pu mettre un mot sur la Wi-Fi. Oui. Tu vois sur ce que Internet je veux dire ? également. Sur Internet, sur le fait d'être connecté avec quelqu'un, de voir quelqu'un, de parler à quelqu'un qui est qui est à un autre endroit de la planète. Et ben moi, je crois, ça vraiment, j'y crois, qu'on peut se connecter à d'autres choses qu'on ne voit pas encore, qu'on ne sait pas encore expliquer, qui est une explication scientifique ou pas, mais... Et puis de toute façon, ce serait trop triste aussi s'il n'y avait pas autre chose. Tout à fait, oui. Ce sont les dernières minutes de l'émission. En fait, on aurait pu passer des heures avec toi, c'est ça qui est extraordinaire. Déjà, tu as une voix absolument sublime, mais en plus, quand tu parles, on est suspendu à tes lèvres. C'est pas qu'on n'a pas vu le temps passer. Merci encore pour ta venue. Donc, je rappelle ton EP qui sortira en 2025, Collateral Beauty, mais les 2 morceaux que vous avez entendus aujourd'hui, à savoir If I Met You, est déjà disponible sur les plateformes. Et demain, What's Love façon L sera disponible demain sur toutes les plateformes pour un EP qui sortira bientôt, mais tu as plein d'autres projets qui vont bientôt voir le jour. Il y a un livre aussi. Il y a un livre qui s'appelle Happy Families, qui est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant des années. Et là, enfin, je m'autorise. Là, je prends mes ovaires en main et on y va. Donc ça va sortir aussi bientôt. Et puis au mois de janvier, un nouveau spectacle. Exactement, à l'étranger. On peut pas en dire plus. Un nouveau spectacle à l'étranger. Je vais repartir aussi cet hiver. À l'étranger, il va y avoir plein de choses, mais en attendant, je sors mes projets, je passe du temps avec mes amis et des gens de qualité qui ont un gros cœur comme toi. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à tous d'être toujours aussi fidèles à Speed Radio.